Oui, gardez cela à l'esprit, les Russes sont restés ici un mois à peine, et tout s'est passé de la même manière à chaque fois. Vous allez le voir, d'abord des détonations et puis après les impacts. Alors, soit de mortiers, soit de missiles. Ces impacts, il y en a à chaque fois plusieurs. Vous allez le voir, Adrien Racco va vous les montrer, et le résultat final, eh bien, le voici, comme ce bâtiment. Ce sont des destructions immenses que l'on voit un peu partout ici, des bâtiments entièrement détruits. Tenez-vous bien, pour la seule ville de Boutcha, environ 25 ou 26% de tous les bâtiments ont été touchés par les combats. Lorsque vous vous rendez dans la localité voisine d'Irpin, eh bien, ce sont 70% des bâtiments, j'ai bien dit 70% des bâtiments qui ont été touchés par les Russes pendant les combats autour de Kiev. Il y a les bâtiments, il y a aussi les infrastructures détruites parfois par les Ukrainiens pour empêcher les Russes d'avancer. Et puis il y a les morts, 350 civils ici à Boutcha en seulement un mois, 300 de plus si vous rajoutez Irpin où nous étions ce matin. Et lorsque vous additionnez les morts dans toutes les communes avoisinantes de Kiev pendant ce mois de combat, on monte à 1200 morts environ. Alors voilà pour la situation un mois après. Vous voyez encore à quoi ressemble une partie de cette ville de Boutcha. Inutile de vous dire qu'en ce jour du 9 mai, eh bien, les Ukrainiens que nous avons rencontrés aujourd'hui n'étaient pas à la célébration. À ceux à qui nous avons posé la question, que ce soit Irpin ou Boutcha, tous nous disaient la même chose. Nous célébrerons la fin d'une guerre, la fin de la guerre en cours. J'aimerais vous dire quelques mots que m'a dit Katerina, 80 ans tout à l'heure, au sujet de ces célébrations du 9 mai. La Deuxième Guerre mondiale n'est pas une victoire, il y a eu des millions de morts et beaucoup de mensonges, il n'y a rien à fêter. Le 8 ou le 9 mai, c'est la même chose, ce n'est pas une fête, ce sont des funérailles. La seule fête ici aura lieu une fois que l'Ukraine aura gagné la guerre contre la Russie. Merci Thomas Misraki sur les images d'Adrien Racco. C'est vrai que c'est impressionnant de voir derrière vous notamment ces camionnettes calcinées et ces bâtiments éventrés. Catherine, ça tourne un peu à la guerre psychologique quand même. Énormément, mais depuis le début d'ailleurs, et c'est ce que fait Vladimir Poutine avec un certain succès, si l'on peut dire, puisque souvent, au moment où on pense, souvenez-vous, le président Macron annonce qu'il va y avoir un sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Dans les heures qui suivent, Vladimir Poutine dément et en plus lance l'attaque sur l'Ukraine. Il est toujours en train d'essayer de prendre à contre-pied et d'être là où on ne l'attend pas pour justement faire peur, impressionner, expliquer qu'il va mettre ses armes nucléaires en alerte supérieure, etc. etc. C'est la même idée quand il fait des frappes un peu partout et quand sur le il pays, fait des frappes etc. Partout pour que effectivement, alors ça correspond aussi à une cohérence en termes militaires, c'est-à-dire qu'on sait qu'il est en train de détruire les voies ferrées et les grands axes routiers pour empêcher ou ralentir en tout cas l'arrivée des armes lourdes occidentales. Mais c'est aussi un message aux Ukrainiens pour qu'ils sachent que où qu'ils se trouvent dans le pays, même à l'ouest qu'on pensait à peu près sanctuarisé, eh bien, ils sont quand même en danger. Ouais, ils seront pas à l'abri. Avec le pari que tôt ou tard, les puissances occidentales s'inclineront devant la force, parce que c'est quand même en arrière-fond de la journée d'aujourd'hui. On entend le discours européen devant les caméras, on dit on va restaurer la souveraineté de l'Ukraine, etc. Mais en réalité, de la même manière qu'en 1945, Staline, c'était un État totalitaire, mais vainqueur, mais si puissant, et on s'est incliné face à Staline. De la même façon aujourd'hui, la Russie, avec sa puissance, sera toujours là. Et quand vous entendez les mêmes dirigeants européens hors caméra, ils vous disent très souvent, par exemple, la Crimée est russe, ce sera très difficile d'enlever la Crimée à la Russie. Robert Badinter, il était notre invité il y a quelques jours, il n'est vraiment pas suspect de poutinisme, mais Robert Badinter vous dit Odessa, il faudra trouver un statut de port ouvert, de statut international. Donc on n'est pas dans une logique, il faut entièrement, entre guillemets, libérer l'Ukraine. On est dans une logique, tôt ou tard, il faudra un peu discuter. Et c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron quand il dit « Attention, ça ne finira pas par une revanche ». Oui, c'est ça. Et c'est d'ailleurs l'idée. C'est l'idée de dire l'Ukraine peut gagner, mais la Russie ne peut pas perdre. C'est un peu ça. Justement, on va écouter ce qu'en pensait Dominique de Villepin sur cette même thématique. Hier, il était sur le plateau d'America Aware sur LCI, ancien ministre des Affaires étrangères, évidemment. Écoutez. On est devant une sorte, et c'est toute la difficulté de ce conflit, d'équations insolubles ou difficilement solubles. D'un côté, la victoire de l'Ukraine, et nous le voyons depuis quelques semaines, est possible, et l'admirable résistance dont fait preuve les Ukrainiens le montre. D'un autre côté, la défaite de la Russie, dans l'esprit de Vladimir Poutine, est strictement impossible. Pourquoi ? Parce qu'elle s'accompagnerait de la disparition du régime. Donc, c'est pour un régime russe un choc extrêmement puissant.
Et dans ce contexte-là, il faut prendre en compte ces éléments-là dans le risque qu'il y a d'une escalade. Denis Strelkov, il parle de quel risque? Le risque d'un Poutine acculé qui tente le tout pour le tout, quitte à faire des frappes nucléaires tactiques, etc. Pour le régime, pour Vladimir Poutine, il a bien dit il y a quelques années qu'on ne veut pas le monde où la Russie n'existera pas. Sauf que qu'est-ce que c'est vraiment la Russie? C'est son régime politique. C'est-à-dire que si jamais son régime politique est menacé, c'est qu'on aura peut-être devoir faire face à quelques menaces, y compris nucléaires. Mais ce qui est aussi important de dire que pour Vladimir Poutine, c'est absolument possible de gagner cette guerre pour une seule et simple raison, parce qu'on ne connaît pas le but de cette guerre. Les buts annoncés par Vladimir Poutine changent tout le temps. On a parlé de la dénazification. Maintenant, on hésite d'en parler sur la télé russe parce que les Russes ne comprennent pas trop ce concept-là. Même nous, ici à Paris, on a un peu du mal à le suivre. C'est-à-dire que dès que Vladimir Poutine va sentir qu'il ne peut plus avancer, qu'il peut fixer quelques territoires et quelques villes peut-être, ça sera la victoire pour lui, mais on a du mal à imaginer qu'il va atteindre le but qu'il s'est posé peut-être depuis le début, c'est le changement de régime à Kiev, et c'est ce corridor jusqu'à la Crimée et Odessa également. Oui. Oui, je pense que il y avait deux options au départ. La première, c'était un château de cartes s'effondre et le problème est réglé. La deuxième hypothèse, c'est le château de cartes ne s'effondre pas. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait un objectif tactique suffisamment puissant pour justifier d'une victoire. Oui. Et ça, c'est le Donbass, c'est Mariupol, c'est le corridor. C'est pas qu'un corridor. Si on regarde la carte, c'est une partie importante de l'Ukraine qui est concernée. Et donc, la zone côtière, en fait, oui. c'est ça. Surtout ça. Et quand vous dites Donbass, c'est le Donbass dans ses frontières, entre guillemets, actuelles. Absolument. Pas ce qui a été... Absolument. Oui, et c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire avec leurs offensives actuelles. Ils sont en train, à mon avis, de segmenter les forces ukrainiennes pour les casser par le feu. Donc, s'il arrive à faire ça, à ce moment-là, il est possible qu'il décide de négocier avec le président Zelensky. Mais la question, c'est s'il n'y arrive pas. S'il n'y arrive pas à faire ça. Il y arrivera d'une manière ou d'une autre, je pense. Il faut que les Occidentaux, dans les négociations qui vont finir par reprendre, même si en sous-main elles continuent évidemment, mais officiellement elles sont plus en cours, parce qu'il faut que les Occidentaux commencent à préparer aussi le gouvernement ukrainien en disant à un moment... mais je crois que les Ukrainiens, ils sont bien conscients de ça. Monsieur Zelensky avait l'air de le dire, sauf que depuis, il y a eu ces chats. Il y a quand même des fractures qu'on voit apparaître dans l'opinion publique ukrainienne et la classe politique ukrainienne. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a eu Boutcha, qui fait que de nombreuses personnes ne veulent plus entendre parler de négociations avec les Russes. Et puis, il y a aussi un autre camp qui considère que non seulement on a résisté à la Russie, mais on a même réussi à l'empêcher de continuer d'avancer, à reprendre certaines positions. Et il y a une partie des Ukrainiens aujourd'hui qui veulent repousser la Russie sur ses frontières à elle. Donc, et qui reprochent, on l'a entendu d'ailleurs chez certains combattants d'Azov dans le complexe sidérurgique, qui reprochent à mots couverts ou directement d'ailleurs à Volodymyr Zelensky de ne pas être assez dur et de ne pas vouloir aller jusqu'au bout. Ils lui reprochent même de ne pas être venu les aider. Donc on voit qu'il y a une unité évidemment des Ukrainiens à l'heure actuelle, mais on commence à voir certaines fissures apparaître. Donc quelle sera la marge de manœuvre réelle de Volodymyr Zelensky pour décider de négocier ou pas ?